étaient soit en rouge sombre, soit en noir, c'est-à-dire dans lesquels il y avait des chiffres supérieurs à 100 décès pour 1000 naissances, donc 10% de décès pour 1000 naissances dans les années 50. Vous voyez qu'aujourd'hui, ces chiffres ont complètement disparu. On n'a plus dans cette carte de zones très rouges. Bien sûr, il reste une très forte inégalité dans le monde, mais on peut voir qu'il y a quand même eu des progrès considérables et ces progrès sont, on peut les résumer par le fait que si cette fois-ci on se focalise sur les 15 premières années de notre nouveau millénaire, il y a un gain moyen de 5 ans et demi. C'est donc des chiffres qui sont assez impressionnants, qui ont été obtenus notamment grâce aux découvertes des sciences biomédicales, et ceci dans différents domaines. Par exemple, dans le domaine de la santé publique, il y a eu un certain nombre d'études scientifiques qui ont montré qu'il fallait absolument diminuer la consommation d'alcool, améliorer l'hygiène. Il y a eu également des recherches qui ont permis d'améliorer la lutte contre le paludisme et le sida. Il y a eu d'autres recherches qui ont permis la mise au point d'antibiotiques, de vaccination. La crise actuelle l'a souligné d'une manière tout à fait nouvelle. Il y a eu des progrès également considérables dans le domaine de la chirurgie médicale et dentaire. Et aussi, il y a eu des nouveaux outils, notamment d'imagerie par exemple, qui permettent un diagnostic précoce de certaines pathologies et du coup une amélioration de la prise en charge. On peut aussi s'intéresser à d'autres domaines que celui de la recherche biomédicale, par exemple le domaine de l'agriculture ou ceux du transport ou ceux des énergies ou de la communication. Dans tous les domaines, on verra qu'il y a eu des progrès considérables qui ont été apportés grâce à la recherche scientifique. On va juste prendre rapidement deux exemples, un premier dans le domaine des transports, un second dans les domaines de l'énergie, et on verra à ce moment-là que le bilan est positif, il y a beaucoup de lumière, mais on verra qu'il y a aussi des ombres qui apparaissent. Si par exemple on prend l'histoire de l'automobile, c'est une histoire qui commence dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec l'invention du moteur à vapeur qui a permis l'invention de ce véhicule qui était un véhicule automatisé mais qui avait des performances évidemment assez lamentables si on les compare à celles d'aujourd'hui puisqu'il avait une vitesse maximale de 4 km/h et pas de système de freinage. À la fin du 19e siècle est apparu le moteur à explosion qui a permis évidemment un essor considérable du parc automobile et aujourd'hui nous en sommes à pratiquement un trop-plein de voitures avec des conséquences néfastes, par exemple sur les émissions de dioxyde de carbone dans les transports. Vous voyez que le transport routier, les voitures, les camions, les motos représentent 72% en fait des émissions de CO2 dans les transports. Et puis, certaines inventions plus récentes sèment un petit peu le doute. Par exemple, la voiture autonome. Il y a une enquête récente aux États-Unis qui montre que 60% des Américains sont inquiets de cette innovation. On trouve le même paysage contrasté si on s'intéresse aux énergies. Là, j'ai fait démarrer l'histoire au Moyen-Âge avec l'invention du moulin à vent, qu'on estime autour de l'an 700. En 1820, on a l'invention de l'électricité qui a permis évidemment des progrès considérables qu'il est tout à fait inutile de souligner. Et l'invention du XXe siècle, c'est l'énergie nucléaire qui évidemment nous fournit tous les jours en électricité, mais qui bien évidemment a aussi sa part d'ombre quand on pense à l'accident de Tchernobyl ou à celui de Fukushima, ou bien quand on pense que cette énergie est également utilisable pour inventer la bombe atomique. Donc, nous avons ici un bilan fait de lumière et d'ombre. Pourtant, quand on demande aux citoyens, ici vous avez une enquête de l'Ipsos auprès des Français, quand on demande aux Français quelles images ils ont, soit de la recherche, soit des chercheurs, on va voir qu'il y a globalement une très bonne image de la recherche, 90% des réponses, et des chercheurs, 91% des personnes
ont une très bonne ou une plutôt bonne image de la recherche et des chercheurs. Et les chiffres sont à peu près identiques quand on demande aux personnes s'ils ont confiance dans la recherche pour garantir des progrès en France. Vous voyez que cette fois-ci, le pourcentage est de 88%, avec quelques variations en fonction du sexe, de l'âge ou du diplôme. Mais globalement, les gens ont plutôt confiance dans la science. Ils ont confiance, mais il y a ce bilan fait de lumière et d'ombre, et du coup, on peut se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour augmenter encore la confiance et éviter certaines dérives. Alors, ici, nous allons en fait explorer 3 voies. La première va consister à essayer de rompre avec la figure du scientifique dans sa tour d'ivoire. La deuxième va consister à essayer de former les scientifiques à l'intégrité scientifique et à l'éthique, et aussi à stimuler l'interdisciplinarité. Et la troisième piste va consister à essayer de questionner ensemble la représentation du monde qui est sous-tendue par la science. On va commencer par la première proposition, rompre avec la figure du scientifique dans sa tour d'ivoire. Effectivement, quand on essaie de questionner les personnes sur leur image du scientifique, et je pense que c'est également l'image que les scientifiques se font d'eux-mêmes, ce sont des personnes qui sont isolées dans leur laboratoire avec microscope et éprouvettes. Et par ailleurs, il y a la société civile qui débat notamment de certains outils qui sont proposés grâce aux découvertes scientifiques. Mais entre les deux, il semble y avoir une forme de mur infranchissable, comme si les deux n'avaient aucune espèce de dialogue entre eux. Ça, c'est évidemment une image assez préoccupante du chercheur, du scientifique, qui est une image qui est un petit peu nouvelle. Elle n'a pas toujours existé dans l'histoire, car si on essaie de voir un petit peu quelques grandes figures de scientifiques des siècles passés, eh ben on va voir que le scientifique était en fait une figure qui n'existait pas. Par exemple, Antoine Lavoisier, qui est l'inventeur de la chimie, était de son métier pas du tout scientifique, il était fermier général. Ou bien Benjamin Franklin, qui est à l'origine du paratonnerre, de certaines découvertes dans le domaine de la météorologie. En réalité, de son métier, il avait plusieurs métiers. Il était imprimeur, ambassadeur et plus tard dans sa vie, homme politique. Ou bien Gregor Mendel, l'inventeur de la génétique mendélienne, n'était pas non plus scientifique, il était moine. Donc, cette figure du scientifique hyper spécialisé, isolé dans son laboratoire, est quelque chose de nouveau. Ces dernières années, il existe un certain nombre d'initiatives qui ont essayé de rompre avec cet isolement du scientifique. Ce sont les initiatives qui se trouvent en fait dans un mouvement général qui est celui du mouvement de la science participative ou de la science citoyenne, en anglais citizen science ou community science, qui est défini ici par l'association australienne de la science et des citoyens comme une participation et une collaboration du public à la recherche scientifique dans le but d'augmenter les connaissances scientifiques. Donc ici, on voit que le public est partie prenante de la recherche scientifique et que les connaissances scientifiques sont comme une espèce de bien commun partagé entre la société civile et le scientifique. Il y a plusieurs niveaux de sciences participatives ou sciences citoyennes. En général, on en distingue 3. Le premier niveau est un niveau dans lequel, en fait, les acteurs de la société civile, par exemple, des amateurs dans des associations, participent au recueil des données que les scientifiques vont ensuite utiliser. Il y a un second niveau qui est celui de l'intelligence partagée, où les acteurs de la société civile participent à l'interprétation des données. Et enfin, un niveau 3, qui est celui qui est vraiment en ligne de mire actuellement, qui est un niveau dans lequel il y a une recherche
véritablement collaborative et collégiale entre les deux types d'acteurs, c'est-à-dire les acteurs de la société civile participent à la fois à la mise en place des protocoles scientifiques, ils suggèrent des nouvelles pistes de recherche, ils transmettent des connaissances et ils interprètent les données. On va voir quelques exemples, surtout du niveau 1 et du niveau 3. Tout d'abord, l'implication des citoyens dans la collecte de données. Il existe vraiment énormément de projets qui sont basés sur cette collaboration. J'en cite juste quelques-uns ici. Il y a le projet Galaxizo. C'est un projet qui a consisté à classifier des galaxies à partir d'images de galaxies. C'était un travail considérable parce qu'il fallait classifier à peu près 1 million de galaxies. Et c'est un projet vraiment de collaboration entre scientifiques et citoyens. Il y a ensuite toute une série de projets qui visent à étudier les effets du changement climatique sur la biodiversité. Par exemple, le projet Silent Spring, Printemps silencieux, sur la diversité des oiseaux. Il y a le projet Passe Jardin, qui est une collaboration entre les jardiniers qui ont une connaissance de terrain, c'est vraiment le cas de le dire, et les scientifiques sur la manière d'améliorer le soin donné aux plantes. Le projet CITIC est un projet tout à fait fascinant qui consiste à essayer d'identifier les parasites qui se trouvent sur les tiques, c'est-à-dire quand on se fait piquer par un tique, on peut enlever le tique et l'envoyer au projet CITIC qui va analyser tous les parasites qui étaient présents sur ce tique et faire une recherche globale sur cette thématique. Grâce à ces projets collaboratifs, ont été découverts, par exemple, plus de 30 nouvelles espèces d'insectes et 5 exoplanètes. Passons maintenant au troisième niveau de cette recherche collaborative, dans lequel, en fait, les savoirs académiques et profanes sont vus comme un bien commun partagé. Il y a, par exemple, l'initiative des boutiques des sciences. Les boutiques des sciences, ce sont des dispositifs qui sont nés dans les années 70 en Hollande et qui sont actuellement en train de se diffuser également en France. C'est un projet qui est soutenu très activement par l'Union européenne depuis à peu près 2010 et qui consiste en une interface entre le monde de la recherche scientifique et la société civile. En fait, c'est un dispositif qui permet à des collectifs de citoyens de solliciter des scientifiques. Donc là, on voit que l'initiative, elle part de la base, elle part des citoyens, et c'est eux qui vont s'emparer d'un objet de recherche et essayer d'approcher les scientifiques au travers de ce dispositif des boutiques des sciences. Deuxième exemple, ce sont ce qu'on appelle les Living Labs, en anglais, enfin laboratoires vivants. Ce sont cette fois-ci des initiatives par lesquelles les chercheurs impliquent des usagers dans la conception des futurs outils techniques, mais dans des environnements réels. Vous en avez ici un exemple, c'est l'exemple d'un robot qui s'appelle Kompai, voilà le robot, qui est censé apporter une aide aux personnes âgées dans les EHPAD. Et du coup, il y a eu vraiment une recherche au cours de laquelle les scientifiques qui travaillent et les ingénieurs qui travaillent sur ces robots ont collaboré avec les résidents des EHPAD pour essayer d'améliorer le robot. Et enfin, autre exemple, ce sont des exemples par lesquels les associations de malades, alors il existe différentes associations de malades pour différents types de maladies, peuvent interagir avec les scientifiques qui travaillent dans le domaine de la recherche biomédicale, par exemple au travers d'une relecture des protocoles de recherche, ou bien en essayant de faire des propositions qui viennent donc des associations de malades aux scientifiques pour essayer d'améliorer les recherches dans ce domaine, ou bien même de suggérer des nouvelles pistes de recherche. Si on continue sur cette grande thématique de que faire pour redonner confiance et éviter les dérives, on en vient à un deuxième point,
C'est un point qui concerne ici davantage l'intégrité scientifique, l'éthique et la stimulation de l'interdisciplinarité. Commençons par l'intégrité scientifique. Il faut reconnaître qu'il y a eu dans les années, alors surtout dans les années 1980-90, un certain nombre de cas de méconduite scientifique, par exemple des fraudes scientifiques ou des plagiats. Vous voyez ici une main qui essayait d'améliorer un peu une courbe. Et pour répondre à cela, il y a eu un code de conduite qui a été développé à l'échelle européenne pour l'intégrité dans la recherche, quelque chose de relativement récent. On voit que ça date de 2017. C'est donc grâce à ce code, il y a à présent dans chaque établissement, dans chaque université, dans chaque organisme de recherche en Europe, un référent à l'intégrité scientifique qui va veiller, par exemple, à faire respecter les textes réglementaires, qui va veiller à ce que les données brutes soient conservées, ce qui va permettre ensuite à d'autres personnes de les réutiliser ou de les vérifier, qui va veiller aussi à ce que les résultats des recherches soient autant que possible communiqués ouvertement à tout le monde et à ce que les conflits d'intérêts soient mentionnés explicitement dans les publications scientifiques. Deuxième aspect, l'éthique de la recherche. Je pense que tout le monde connaît cette phrase qui se trouve dans le Pantagruel de François Rabelais. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est évidemment une thématique qui n'est pas seulement, qui n'a pas été seulement formulée à l'époque de Rabelais, mais qui a également été reformulée par des auteurs contemporains comme par exemple Edgar Morin. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, assez souvent, le scientifique se présente comme s'il était une personne double, comme s'il était divisé en deux personnes. Il y aurait d'un côté le scientifique qui est investi dans sa recherche scientifique, qui est objectif et rationnel, et il y aurait d'autre côté cette même personne qui serait aussi un être humain avec des valeurs et des responsabilités, grâce auxquelles il pourrait réfléchir à des thématiques comme la fin justifie-t-elle les moyens, quel est le rapport bénéfice-risque des recherches que nous menons, quel est l'intérêt des groupes par rapport à l'intérêt des individus. Et en fait, le scientifique se comporte comme s'il était dédoublé, comme s'il n'était plus une seule personne. Donc là, évidemment, au travers d'une formation à l'éthique, on peut essayer de travailler pour unifier cette figure et que le scientifique soit à la fois cet être rationnel qui conduit des recherches et cet être humain avec des valeurs et un sens de la responsabilité. Autre piste, c'est la piste de l'interdisciplinarité. Ici, vous avez un exemple. Moi-même, je dirige un institut de recherche dans le domaine de la psychiatrie où nous essayons de faire collaborer des personnes de 14 disciplines différentes. Vous en avez quelques-unes qui sont listées ici. Vous voyez qu'il y a à la fois des disciplines qui relèvent des sciences de l'homme et de la société, comme des linguistes, des psychologues, des philosophes, des personnes qui relèvent des sciences biomédicales, comme des psychiatres, des neurobiologistes, et puis des personnes qui relèvent plutôt des sciences des matériaux, des chimistes, des physiciens qui vont inventer des nouveaux traitements, des nouveaux dispositifs médicaux. Et évidemment, ces collaborations entre personnes de différentes disciplines permettent aussi à chacun de sortir de la tour d'ivoire de sa propre discipline. Enfin, dernière piste, c'est une piste par laquelle on peut proposer de questionner ensemble la représentation du monde qui est sous-tendu par la science. Alors, c'est quelque chose que les scientifiques, en général, ignorent, mais la science est en réalité souvent repose sur des idéologies. Le problème, c'est que ces idéologies sont souvent implicites et les scientifiques n'en ont pas eux-mêmes conscience. Un premier exemple, donc ça a été déjà souligné par Habermas dans ce livre paru en 1973, il y a une cinquantaine d'années. La première idéologie, c'est l'idéologie scientiste,
Il y a ensuite une autre idéologie également très fréquente qui est véhiculée par les scientifiques, qui est celle selon laquelle le progrès scientifique et technologique est vu comme l'unique moteur de développement des sociétés, comme unique source de la vie bonne, ignorant évidemment toute une série d'autres courants. Ou bien il existe également des travaux menés par les scientifiques qui en réalité s'inscrivent dans un modèle philosophique qui est le modèle déterministe, selon lequel tout est déterminé à l'avance, c'est-à-dire notre trajectoire de vie est déterminée par notre patrimoine génétique ou par notre câblage neuronal sans aucune marge de manœuvre. Les scientifiques peuvent proposer ce genre d'idées sans se rendre en réalité compte qu'il s'agit d'une idéologie pour laquelle il existe évidemment de nombreux contre-exemples. Et du coup, il serait très important d'amener les scientifiques à une prise de conscience et à un dialogue sur ce genre de questions. Autre forme d'idéologie, le réductionnisme, l'idée selon laquelle le tout peut être réduit à la somme des parties. Là aussi, c'est une forme de représentation du monde implicite qui est souvent véhiculée par les scientifiques parce qu'ils ont une insuffisance de formation dans les sciences de l'homme. Ou bien, ici, un dernier exemple, c'est l'idée qu'il aurait été démontré scientifiquement que le plus fort l'emporte, alors qu'en réalité, il a été montré que dans la nature, à peu près 90% des relations ne sont pas des relations de dominance, mais sont des relations de coopération, et ceci à tout niveau, moléculaire, cellulaire, dans les plantes, chez les animaux, dans les écosystèmes. Donc, en réalité, cette idée-là est réellement une représentation du monde tout à fait erronée. Voilà, pour conclure, je pense qu'on peut dire que une nouvelle science est en marche. On en a vu quelques réalisations et cette nouvelle science, en fait, elle est basée sur les interactions des scientifiques avec les acteurs de la société civile et elle est capable peut-être d'offrir une nouvelle représentation du monde pleine d'espérance. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez tous bien pu entendre cette vidéo. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie de cette matinée, au cours de laquelle nous allons entendre donc différents témoignages, c'est-à-dire en fait les différentes propositions que j'ai faites dans la vidéo, à savoir celle de la science participative, celle de l'amélioration de l'intégrité scientifique et de l'éthique, et celle de lutter contre certaines idéologies vont en fait être successivement illustrées par des acteurs emblématiques en fait de ces différentes pistes. Je vais donc donner pour commencer la parole à Fabien Daucagne. Fabien Daucagne est en fait le responsable de la cellule sciences de l'homme et de la société à l'INSERM. Et il va donc vous présenter sa réflexion, notamment ce qui se fait à l'INSERM dans ce domaine. Donc, je laisse la parole à Fabien qui va nous partager, je pense, un diaporama. Merci Catherine. Attendez. Ça marchait tout de suite, ça devrait marcher. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Non. Si, ça s'affiche. Il faut peut-être la mettre en diaporama. Oui. Voilà. On y est, c'est bon? Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Fabien Daucagne, je suis effectivement responsable du service Sciences et Sociétés de l'INSERM, et je vais vous parler un peu de ce qu'on fait dans ce service dont j'ai pris la responsabilité il y a peu de temps. Donc, le contexte d'abord, hein, c'est celui du plan stratégique de l'INSERM qui s'est donné comme objectif pour les 5 années à venir de valoriser la science en société. Hein, si on détaille ça, ça veut dire l'idée c'est de faire du citoyen partie prenante de l'Institut, de la recherche à l'Institut à l'INSERM, afin de mieux comprendre et de répondre aux attentes des citoyens. Alors ça se fait autour de, Catherine en a parlé, de la recherche participative. Je vais beaucoup parler de ça aujourd'hui, avec l'idée qu'on peut co-construire des projets de recherche entre les chercheurs et les acteurs de la société civile.
Une définition assez consensuelle de cette recherche participative, c'est donc une forme de production de connaissances scientifiques auxquelles participent aux côtés des chercheurs des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, et de façon active et délibérée. Donc, il y a toute une myriade de termes, de jargon autour de cette recherche participative, hein, avec des termes, je ne vais pas les détailler, mais on parle souvent de recherche coopérative, partenariale, citoyenne, communautaire, de co-construction, de recherche-action. Il y a des petites nuances, mais globalement, si vous entendez ces termes, ça parle globalement de recherche participative. Et l'idée qui chapeaute ça, hein, c'est que le savoir expérientiel, hein, c'est-à-dire ce que, dans notre cas, bien souvent, les associations de malades, les malades savent de leur maladie, ce savoir-là, il est équivalent, et en tout cas, il est complémentaire du savoir académique. Et que si on veut faire le tour d'une question, et si on veut donner de bonnes réponses, eh ben, il faut prendre en compte ces deux types de savoir et travailler ensemble. C'est ça, hein, le chapeau de cette idée. Donc, on a lancé une étude sous la houlette de Sylvie Ledoux au printemps. On a lancé une enquête auprès de nos laboratoires afin de faire un état des lieux un peu de la recherche participative à l'INSERM. Donc, on leur a posé une série de questions. Je ne vais pas avoir le temps de vous détailler les chiffres, mais en fait, ce que je peux vous dire de manière synthétique, c'est que cette recherche à l'INSERM, elle est actuellement encore assez peu répandue. Il n'y a pas énormément de laboratoires qui font vraiment de la recherche participative à l'INSERM, donc il y a une bonne marge de progression. Il y a des niveaux variables d'élaboration, de complexité dans ces projets. Tout à l'heure, Catherine a dit qu'il y avait différents niveaux possibles de participation. Ces niveaux sont assez variables. Par contre, des bonnes surprises, c'est que les modalités de cette recherche participative sont très variées. C'est très riche. Je vais essayer d'en parler un petit peu plus par la suite. Et c'est aussi varié dans les disciplines qui sont couvertes. Et ça, on était assez surpris parce qu'il n'y a pas que la recherche clinique à l'INSERM qui fait de la recherche participative, mais également des choses beaucoup plus fondamentales, où là aussi, les patients ont leur mot à dire. Et puis, ces collaborations sont le plus souvent pérennes, et il y a des laboratoires qui nous parlent de collaboration avec des associations depuis 25 ans. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. En termes de type de recherche participative, de type de projet, on peut en distinguer à peu près 3 grands types. Alors, il y a des projets qu'on peut dire efférents ou top-down. Je préfère efférents parce que top-down, ce n'est pas très joli. Là, dans ce cas-là, la question est posée par les scientifiques au départ, et ils vont prendre appui sur des collectifs, donc dans notre cas, souvent des associations de malades, afin de concevoir et de mettre en place les protocoles. Donc, ils vont justement faire appel à ce savoir expérientiel dont je vous parlais tout à l'heure, pour affiner les questions et pour travailler main dans la main avec les groupes, qui vont aussi pouvoir éventuellement participer au financement de cette recherche et également au recrutement des sujets s'il y a lieu. Et là, c'est ce sont les chercheurs qui font la recherche, et à la suite de ça, donc, il y a un rendu des productions scientifiques, soit sous forme de publication. Dans l'idéal, les groupes de la société civile vont signer ces publications, et puis une diffusion au grand public qui va être assurée en général aussi par les collectifs. La deuxième modalité, c'est l'inverse. Là, le questionnement vient des groupes, des collectifs, et ils vont aller frapper à la porte du laboratoire pour répondre à ces questions et s'appuyer sur les outils opérationnels, les outils matériels des laboratoires, leur capacité d'analyse, etc., pour répondre à ces questions. Et là encore, les groupes peuvent en parallèle participer au financement, au recrutement. Il y a des cas particuliers, dont Catherine a parlé rapidement, soit à travers les boutiques des sciences, soit à travers ce qu'on appelle les laboratoires ouverts, les open laboratories, où les parties prenantes font aussi eux-mêmes la recherche, j'avais envie de dire avec leurs petites mains, avec l'appui matériel et technique des laboratoires. Donc ça, c'est un niveau de recherche participative très élaboré, qui n'est pas très fréquent, mais qui existe aussi à l'INSERM. Un troisième type circulaire, je vais vous l'illustrer par un exemple. Ça va être plus simple. Donc, on a une chercheuse, par exemple à l'INSERM, qui s'appelle Caroline Huron, qui travaille avec des groupes, avec des collectifs de professionnels de l'enseignement, des professeurs, qui faisaient face à un problème, enfin une particularité dans l'enseignement, avec des enfants qui avaient des troubles de l'apprentissage qu'on appelle les dyspraxies. Donc, ces groupes, ces collectifs ont pris appui sur l'expertise de Caroline Huron pour co-construire des projets de recherche qui ont donné pour cette chercheuse la possibilité de produire de la science réellement, de faire des publications, mais aussi de produire des outils qui sont ensuite réutilisés par ces collectifs de professionnels, qui vont ainsi générer de nouvelles questions scientifiques, et ainsi de suite, et ça va donc tourner en cercle. Donc voilà un peu le panorama qu'on peut
rapidement égrenée. Alors, comment on peut agir maintenant pour favoriser cette recherche participative? Alors, on distingue vraiment deux stratégies différentes, que ce soit sur les collectifs ou sur les chercheurs. Du côté des collectifs, il y a une chose importante, c'est de convaincre ces collectifs de leur légitimité à poser ces questions et la possibilité d'aller frapper à la porte des laboratoires pour faire de la recherche participative. Et dans cette démarche-là, on forme aussi dans notre service ces collectifs, ces associations à ce que c'est que la recherche clinique, parce que souvent, il y a quand même un décalage important entre l'image de ce qu'est la recherche et par ces collectifs et la réalité. Donc ça, on fait de la formation. Et du côté des chercheurs, il y a aussi beaucoup à faire. Alors d'abord, les informer, puisque la plupart de mes collègues ne savent pas ce que c'est que la recherche participative, parfois en font et ils ne savent pas qu'ils en font. Ensuite, pour les convaincre et d'en faire, s'il y a lieu, bien sûr. Ce n'est pas une injonction non plus. Et puis les inciter à le faire. Et pour les inciter, à mon avis, il y a 3 grands leviers. Ça, c'est assez important et on travaille sur ces 3 leviers. Le premier levier, c'est celui du financement, et on a une réflexion importante sur comment on peut financer la recherche participative, parce qu'à mon avis, il y a des modalités de financement bien particulières à mettre en place. La question de l'évaluation, parce qu'encore aujourd'hui, à l'INSERM, un chercheur qui fait de la recherche participative, les productions de tout ça, on a du mal à les évaluer, et ce n'est pas évalué à la même hauteur que d'autres productions scientifiques classiques, on va dire, comme des publications ou des brevets. Et puis, moi, ce que j'appelle le bénévolat, c'est aussi que faire de la recherche participative, travailler avec la société, ça peut aussi répondre à une quête de sens de certains chercheurs. Et ça peut donner un sens complètement nouveau à notre travail. Et ça, c'est pas à négliger non plus. Et puis, voilà, ce qu'on fait, nous, c'est de faire rencontrer ces collectifs pour essayer de faire naître ces co-constructions de projets. Donc, il va me rester, je ne sais pas, peut-être 2 minutes ou 3 minutes pour vous parler d'une initiative particulière aussi à notre service, qui est le Collège des relecteurs de l'INSERM, qui est animé par Flavie Mathieu, qui est chef de projet dans mon service. Donc, ce Collège des relecteurs, il a été créé en 2007 à la demande du GRAM, du groupe de réflexion avec les associations de malades, qui est un groupe de réflexion qui dépend de la direction générale de l'INSERM. Donc, il y a 70 membres de ce Collège des relecteurs qui font partie d'une 50aine d'associations, et on va les former à la recherche, à la relecture de protocoles de recherche clinique. Alors, ces personnes viennent de domaines d'activité totalement variés. Ce ne sont pas toujours, et même en général, pas des chercheurs. C'est des professionnels de l'enseignement, de la communication, enfin, il y a un peu de tout, il y a même des musiciens. Et donc, ils vont travailler dans à peu près tout, la relecture de protocoles, dans à peu près tous les domaines, tous les champs disciplinaires qui peuvent être couverts par l'INSERM. Donc, ces relecteurs vont lire les protocoles de recherche clinique. Donc, ça fait partie maintenant pour les protocoles qui sortent, les protocoles de recherche clinique qui sortent de l'INSERM, ça fait partie du processus normal, c'est-à-dire avant de diffuser ce protocole, enfin de faire passer ce protocole par le CPP, pour ceux qui connaissent un petit peu la recherche clinique, on va demander l'avis de ces relecteurs avec 2 idées qui sont d'essayer de voir si ces protocoles sont effectivement compréhensibles pour les personnes qui vont signer les consentements éclairés. Et puis également de regarder si ce protocole, d'un point de vue technique, il est faisable. Et là, on s'appuie sur le savoir expérientiel des personnes. Donc, je peux donner des exemples, par exemple, de protocoles où on voulait faire de l'imagerie cérébrale. Donc, ça, c'est un exemple que donne souvent Flavie. Un protocole qui consistait à faire de l'imagerie cérébrale sur une population de personnes qui, de par leur maladie, on pouvait deviner dès le départ que c'était pratiquement impossible de les faire tenir dans une IRM, dans un environnement clos avec beaucoup de bruit pendant longtemps. Donc voilà, ça, c'était pas forcément, les scientifiques ne s'étaient pas forcément aperçus de ce biais-là, et c'est leurs lecteurs qui ont mis le doigt sur ce problème, qui ont dit votre protocole ne va pas marcher. Donc il y a ensuite possibilité de trouver des solutions alternatives pour modifier un peu ça. Alors, quels sont les avantages finalement de ces relectures? Alors, pour le participant, évidemment, il y a une meilleure lisibilité, une meilleure accessibilité, une meilleure clarté de l'information au moment de signer le consentement éclairé, donc c'est quand même très important. Et puis pour le projet de recherche, les avantages sont multiples aussi, puisque, comme je vous le disais, on peut identifier d'éventuels freins à la recherche, mais on sait aussi que ça favorise beaucoup la participation et l'adhésion des patients aux recherches, puisqu'ils comprennent mieux ce qu'on leur demande finalement. Et on s'est aperçu que les projets qui étaient relus par le Collège des relecteurs allaient plus vite en fait, dans le processus. Le délai pour l'obtention des autorisations réglementaires, d'éthique, etc., était réduit. Les inclusions se faisaient plus rapidement. Enfin, voilà, donc c'est vraiment que des avantages. Et donc, pour finir, pour conclure un peu sur toute cette présentation, alors la question était de savoir pourquoi la recherche participative serait une recherche désirable.
Eh ben avant tout, donc ce sera une science qui est à l'écoute de la société, hein, Catherine en a parlé tout à l'heure. Ça peut modifier la perception des scientifiques par la société et peut-être rompre avec cette figure de scientifique dans sa tour d'ivoire dont Catherine Belzoum parlait auparavant. Comme je vous l'ai dit, on peut avoir, et ça c'est vraiment très intéressant, des questions inédites, hein, qui sont posées par les collectifs, qui ne se seraient pas posées, qui n'auraient pas été posées par les scientifiques qui n'avaient pas pris contact avec les collectifs, et aussi des réponses qui sont finalement plus adaptées aux demandes de la société. On a vu que ça pouvait donc améliorer la participation à la recherche clinique. Ça permettait aussi de faire des études en situation, hein, in situ, dans l'environnement habituel des personnes et pas uniquement au laboratoire. Et puis, in fine, il faudrait développer ça plus en avant, mais il y a un continuum entre faisabilité, acceptabilité, observance et implémentation des innovations en santé. Et la recherche participative peut clairement participer à ça et l'améliorer. Donc, si on me pose la question, est-ce que c'est une science désirable? Je vous dis évidemment oui. Merci. Merci beaucoup Fabien. Je pense que c'est une piste extrêmement intéressante, une voie vraiment d'avenir pour la recherche. Et donc, nous allons maintenant passer la parole à notre deuxième intervenante, Béatrice Birmulet, qui est à la fois médecin, mais aussi philosophe, et qui dirige l'espace éthique en région Centre. Donc, Béatrice, merci également d'avoir accepté de partager votre expérience. Béatrice va en fait nous parler de la deuxième voie que j'avais mentionnée dans la petite vidéo, qui était celle de former davantage les chercheurs à l'éthique et à l'intégrité scientifique. Alors, Béatrice, vous avez la parole. Je pense qu'il faut également que vous partagiez votre écran pour qu'on voit votre diaporama. Vous avez donc la parole pour une dizaine de minutes. C'est peut-être mieux de mettre en diaporama. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup de m'avoir proposé de partager un petit peu mon expérience et aussi ma réflexion sur l'éthique et la recherche, puisque si on veut vraiment contribuer au développement des connaissances et à l'avancement, il faut vraiment poursuivre cette recherche scientifique. Et du coup, ça inclut bien sûr des questions d'ordre éthique, que ça concerne les thématiques de la recherche, mais aussi l'intégrité et l'honnêteté scientifique. Et du coup, il est très important de faire cette sensibilisation à la réflexion éthique aussi et en particulier auprès des chercheurs. Et du coup, je reprends quelques éléments de l'intégrité scientifique. Elle comprend des règles, déjà des lois, la loi sur les brevets, sur le plagiat. En fait, il y a un cadre légal, mais aussi des principes moraux, c'est-à-dire le respect d'un certain nombre de critères, des principes éthiques, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et il s'agit donc d'une responsabilité et d'obligation individuelle de chaque chercheur, de chaque personne impliquée dans un travail de recherche, mais aussi des équipes. Je pense que c'est très important, le collectif de l'éthique pour réfléchir à cette responsabilité, et également collective au niveau institutionnel, au niveau des institutions de recherche, des universités. Et c'est absolument indispensable pour garder la crédibilité en la science, pour garder confiance dans les chercheurs et aussi la société. Et ça signifie aussi un engagement personnel, en particulier du chercheur, à respecter les règles de bonne pratique scientifique. Et du coup, la première chose, c'est donc cette obligation intellectuelle, et c'est parfois très difficile, parce que pour finalement pouvoir faire des recherches, il y a l'obligation du résultat, avec une pression énorme par rapport aux publications et aux brevets. Madame Belzoum nous a montré tout à l'heure combien il y avait un nombre très important et une augmentation perpétuelle des publications et des brevets. Mais pour ce faire, il faut vraiment que chaque publication, chaque brevet soit vraiment un travail de chercheur et pas une pression parce que les publications permettent ensuite d'avoir un financement, d'avoir un poste pour continuer le travail. C'est aussi la course au financement. Parfois, ça prend énormément de temps pour faire des projets de recherche, pour les proposer, pour avoir des financements. C'est une partie très importante du travail de recherche, en particulier du responsable de labo. Et il y a aussi la pression de la concurrence. Donc, il faut, malgré
cette obligation quelque part de résultats et de financement, pouvoir rester intègre dans son travail de recherche. Et du coup, ça signifie aussi tenir compte de règles et de normes et du coup, en premier lieu, définir les projets de recherche. Je pense que c'est important d'avoir des objectifs qui sont déterminés au départ, qui sont précis. Ça veut dire aussi gérer les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, c'est-à-dire finalement faire un travail de recherche parce que ça permet justement, tel travail permet peut-être plus facilement d'avoir une publication, d'avoir éventuellement un poste, d'avoir éventuellement un financement. Et du coup, ces conflits d'intérêts, ils sont vraiment là. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut les reconnaître, les gérer pour pouvoir justement les mettre à leur bonne place et que ce ne soit pas là l'essentiel du travail de recherche. C'est aussi des normes dans la réalisation des travaux, avoir des données très précises, des matériaux très précis qu'il faut garder dans le temps, qu'il faut aussi, chaque chose doit revenir au chercheur qui le fait, donc pas de plagiat, pas de reprise de choses qui seraient à l'encontre déjà de la loi et des normes morales. Et c'est aussi le devoir de confidentialité, quel que soit le travail, mais peut-être plus particulièrement dans la recherche clinique. Donc, il y a un certain nombre de normes qu'il faut absolument respecter pour répondre à l'intégrité scientifique. Ensuite, il y a effectivement cette réflexion éthique parce que ces normes, ces règles et ces lois, il faut aussi les appliquer à la situation concrète. C'est-à-dire, dans son travail de recherche propre, comment tenir compte de ces normes, de ces règles, de ces lois, comment finalement les mettre en application dans cette situation concrète. Ça veut dire aussi reconnaître les problématiques, en particulier dans les conflits d'intérêts. Il faut les déclarer, il faut les analyser, il faut dire effectivement, dans tel travail, il y a un conflit d'intérêts, mais le fait de le reconnaître, de l'analyser, ça permet quelque part de faire avec, si possible éviter, mais parfois il faut faire avec, mais du coup en bonne intelligence, et du coup l'intérêt de la pluridisciplinarité pour trouver les réponses, pluridisciplinarité au niveau déjà de l'équipe de recherche, où souvent il y a plusieurs chercheurs de lieux différents, au niveau peut-être plus large, au niveau de l'université, au niveau de l'équipe, de l'institution, pour pouvoir justement analyser ces pratiques et trouver la moins mauvaise réponse. En éthique, souvent, en fait, on n'a pas de bonne réponse. Et du coup, c'est à plusieurs qu'on peut essayer d'analyser, trouver finalement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, cela nécessite des chercheurs qu'ils aient vraiment des qualités d'intégrité et de maturité alliées à d'éminentes qualités morales et intellectuelles. Ce sont les recommandations de l'UNESCO. Alors, je trouve que c'est extrêmement difficile, voire impossible, mais je pense que c'est vraiment un objectif en permanence à essayer d'atteindre. Et du coup, si on prend vraiment la problématique éthique du sujet ou de la thématique de recherche en soi, ça concerne déjà la thématique. Il y a des thématiques qui sont bien sûr plus sensibles que d'autres. Madame Belzoum citait tout à l'heure la recherche, par exemple, sur le nucléaire. C'est vrai que c'est beaucoup plus sensible parce qu'il y a effectivement des finalités qui peuvent être dramatiques comme extraordinaires. C'est aussi, je reviendrai tout à l'heure, par exemple, la recherche sur le génome. Est-ce qu'on a le droit de manipuler les gènes? Et si on le fait, comment est-ce qu'on le cadre, comment on le réfléchit? Donc, c'est la thématique en soi. Mais il faut aussi toujours mesurer les finalités et les conséquences, donc celles qu'on peut envisager, mais aussi celles qu'on ne peut pas forcément savoir. Il y a une éthicienne, France Quéré, qui disait qu'il faut toujours envisager les conséquences, même celles qui ne sont pas imaginables. Et c'est ça aussi quelque chose de très important dans le travail de recherche. Donc, certes, une création de connaissances, mais aussi envisager ses finalités. La personne qui est finalement à l'origine du nucléaire avait dit à un moment donné, je ne pouvais pas envisager les conséquences. Et si j'avais pu l'envisager, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et du coup, parfois, on ne peut pas les envisager, parfois, on peut les envisager, mais du coup, il faut les réfléchir et ça pose tout un champ de questions et en particulier, finalement, dans un travail de recherche, est-ce que envisager ce qui est fait et ses finalités, est-ce que c'est le rôle du chercheur?
Est-ce que c'est le rôle du collectif? Est-ce que le chercheur peut finalement limiter ce qu'il fait dans l'idée des conséquences éventuellement non mesurables? Ou est-ce que c'est ensuite le collectif et en particulier l'utilisateur qui doit limiter? Et là, il y a un réel débat permanent éthique de savoir finalement pourquoi le chercheur il se limiterait à quelque chose qui est vraiment un apport au point de vue connaissance, mais une fois qu'on a la connaissance, comment ne pas l'utiliser? Et ça, c'est vraiment un débat qui est essentiel et qui est probablement plus au niveau du collectif et qu'il faut vraiment oser poser, d'où la nécessaire réflexion éthique. Alors, comment le faire? Alors, comme le disait aussi Mme Belzoum, il y a toujours maintenant un référent intégrité scientifique dans chaque université. Alors, c'est sa mission de veiller à ce qu'il puisse y avoir cette réflexion sur l'intégrité et sur l'éthique. Alors, il y a différentes possibilités. Ça passe effectivement par la disponibilité ou par un lieu où les chercheurs peuvent éventuellement se poser la réflexion, mais ça passe aussi par l'enseignement éthique. Par exemple, un enseignement systématique à l'Université de Tours, il y a un enseignement systématique en éthique qui est court, mais qui est réel, de tous les doctorants en première année. C'est-à-dire que c'est un enseignement obligatoire pour justement leur poser la possibilité d'ouvrir cette réflexion éthique. Parce que souvent, quand on est dans son travail de recherche, en fait, on est tellement passionné et impliqué qu'on oublie peut-être cette réflexion éthique. Et là, l'idée, c'est de dire, ben, vous avez le droit de vous poser les questions et aussi d'apporter des outils en disant, ben, voilà quelques possibilités pour poser la réflexion éthique. Il y a aussi un module d'enseignement éthique à Tours pour les doctorants. Donc, tous les doctorants qui le souhaitent peuvent participer à un module éthique que j'organise en 20 heures avec différentes thématiques aussi, différentes réflexions éthiques, parce que c'est sûr qu'en éthique, en recherche clinique, la réflexion n'est pas la même qu'en recherche, par exemple, en sciences humaines ou en histoire, et du coup, d'ouvrir ces possibilités. Il y a aussi des comités éthiques institutionnels pluridisciplinaires, en particulier, je pense à l'INSERM ou CNRS, qui ont maintenant vraiment des structures et des comités éthiques auxquels on peut poser un certain nombre de questions. Il y a aussi des chartes éthiques dans tous les établissements de recherche actuellement. Il y a des chartes éthiques avec effectivement, alors c'est beaucoup de déontologie, mais aussi cette réflexion éthique. Et un dernier lieu est le comité citoyen. Et effectivement, Mme Belzoum a parlé de l'Australie et par exemple, nous avons fait récemment l'expérience d'un comité citoyen que nous avons organisé qui est effectivement initié au départ par l'Australian Citizen Science Association. Donc, c'est les Australiens qui ont proposé au niveau international de mettre en place des comités citoyens qui vont débattre sur l'édition du génome, c'est-à-dire est-ce qu'on peut manipuler les gènes, en particulier chez l'humain, et quels sont un peu les points de vigilance. Et nous avons donc pu organiser ça avec des citoyens, une quinzaine de citoyens qui ont travaillé pendant 5 jours d'affilée. Ils se sont vraiment isolés avec des experts, avec des animateurs, et la finalité a été de poser les controverses. Finalement, on n'a pas de bonne réponse, mais quelles sont les questions qu'il faut poser, quelles sont les limites à fixer. Puis, alors, c'est un projet du coup international. En France, ça se fait dans différentes régions et nous allons après tout mettre en commun pour dire, ben voilà l'avis des citoyens par rapport à l'édition du génome. Du coup, un dernier élément, c'est effectivement l'épidémie Covid a fait découvrir certaines limites de la science, en particulier au printemps 2020. Tout un chacun s'est rendu compte que la science n'avait pas de réponse au moment où le citoyen le souhaiterait. C'est-à-dire, on était devant un virus qu'on ne connaissait pas, et ben, il n'y avait pas de traitement. On ne savait pas comment faire et il y a eu beaucoup de débats par rapport à ces traitements. Est-ce qu'il faut donner un traitement dont on ne sait pas bien l'efficacité, qui a peut-être des risques, ou faut-il au contraire faire des travaux de recherche clinique précis, mais du coup, il fallait attendre 3-4 mois, voire plus, pour avoir des réponses. Et tout à coup, il y avait aussi des réponses. Le vaccin qu'on attendait 2 ans plus tard était là parce que finalement, il y avait 15 ans d'expérience sur les vaccins mRNA. Donc, on était un peu démunis devant ces réponses et aussi parfois des réponses contradictoires. Un jour, on disait ceci, par exemple, les enfants sont contagieux, le lendemain, l'inverse. Donc, la science a parfois aussi une évolution. Et je voulais dire que
je crois que la science est vraiment désirable et qu'on peut faire confiance en la science, mais il faut aussi, du coup, prendre en considération ses limites, c'est-à-dire qu'une réponse doit être validée par plusieurs experts. Une seule personne ne peut pas dire c'est ça qui marche. Il faut que ce soit validé, soit par des experts pour une publication, soit retrouvé par plusieurs laboratoires, qui a des contraintes de temps. Hein, il faut du temps. Et parfois, ça va vite, comme le vaccin. Il y a des contraintes de moyens, là aussi. Pourquoi est-ce qu'on a eu un vaccin aussi rapidement? C'est parce qu'il y avait des moyens financiers énormes à un moment donné qui se sont développés, qu'il y a aussi l'évolution des connaissances. Donc, il faut pouvoir, on peut faire confiance, mais il faut prendre en compte ses limites et du coup, faire vraiment mettre en place cette réelle réflexion à plusieurs niveaux, mais c'est ça qui nous permet d'avoir confiance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Béatrice, pour ce témoignage de terrain. Et nous allons donc terminer ce tour de témoignage avec l'expérience de Claire Renard. Claire Renard est ingénieure de recherche et elle est co-animatrice d'un blog scientifique qui essaie de mettre en valeur la coopération dans la nature. Je parlais tout à l'heure de ces idéologies implicites qui, quelquefois, traversent la recherche scientifique. Elle va donner un exemple qui est celui donc dans l'idée, enfin d'essayer de lutter contre l'idée que ce serait la loi du plus fort qui l'emporte dans tous les cas dans la nature. Donc Claire, tu as la parole pour une dizaine de minutes. Merci Catherine. Voilà, donc comme Catherine l'a mentionné, je suis ingénieure de recherche en bioinformatique dans le domaine de la prévention du cancer et je vais vous parler d'un blog que nous avons mis en place avec comme ça, avec un groupe de scientifiques. Donc nous sommes à peu près 25 scientifiques de différentes nationalités et continents et également de différentes disciplines. Donc à nous tous, nous formons une bonne représentation de différents domaines de la biologie, de la chimie et de la physique. Et nous nous rencontrons régulièrement pour finalement nous enrichir mutuellement de notre vision de la science, de faire la science, mais aussi notre vision de la nature et découvrir le domaine de l'autre. Donc c'est, comment dire, une manière informelle de faire de l'interdisciplinarité, comme Catherine l'a mentionné tout à l'heure. Et au cours de nos discussions, nous avons constaté donc que la loi de, disons, la loi de la jungle, la survie du plus fort, qui est dérivée de la théorie de l'évolution, était quelque chose qui était assez prégnant dans la société. Alors que oui, c'est vrai que la sélection naturelle existe dans la nature, mais comme l'a mentionné Catherine, il y a aussi d'autres types de relations que l'on peut observer. Des relations plus bénéfiques, donc basées sur l'entraide, la coopération, de la complémentarité, etc. Et donc est venue l'idée de créer un blog que nous avons appelé Wonderverse, donc avec comme sous-titre montrer la relation, le caractère, fondamentalement relationnel de la nature. Et donc l'idée, c'est juste de contempler, d'observer des relations bénéfiques au sens très large dans la nature et du coup vues par la sensibilité et le domaine de chacun. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh ben, toutes les 2 semaines, l'un de nous propose un post, soit qui vient de son sujet de recherche, soit d'un article qu'il a lu et qui lui a plu. Donc l'idée, c'est de faire un post compréhensible par tous, enfin un article, compréhensible par tous, assez court, souvent 2-4 paragraphes. Et donc l'article est soumis à tout le monde et chacun est libre de faire d'éventuelles suggestions ou remarques. Donc par exemple, c'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un fasse remarquer que le post était un peu trop technique ou qu'il y avait des passages qui avaient besoin d'être vulgarisés un peu plus ou explicités un peu plus pour des gens qui n'étaient pas du domaine. Et une fois que l'article est validé, donc il est posté sur blog. Et donc,
ça fait presque 2 ans qu'on a commencé, donc le blog commence à avoir plusieurs dizaines d'articles. Je vais passer rapidement sur quelques exemples, juste pour vous montrer un peu les types de domaines qu'on présente. Donc quand on pense collaboration entre individus, enfin dans la nature, on va penser par exemple aux animaux sociaux comme les fourmis. Et donc, il y a un article qui parle d'une espèce particulière de fourmis dans lesquelles seuls certains individus, dans une colonie donnée, seuls certains individus vont se nourrir. Donc, ils ingèrent la nourriture pour eux, bien sûr, mais ils vont aussi prédigérer la nourriture pour d'autres qui vont ensuite leur redonner et nourrir le reste de la colonie. Ou alors, on a observé que certaines plantes, comme l'arabette, si 2 plantes, de la même généalogie, poussaient à côté, eh ben, ils allaient faire en sorte que leurs feuilles, ne faisaient pas de l'ombre à l'autre, pour que chacune puisse grandir, de la manière la plus optimale. Il y a bien sûr les symbioses. Alors, il y en a un certain nombre d'exemples sur le site et il y en aurait bien d'autres à citer, à mentionner. Donc, par exemple, la relation qui peut y avoir entre le poisson clown et l'anémone de mer. Donc, l'anémone de mer, en fait, c'est un prédateur, c'est un animal prédateur qui va attraper les poissons dans des micro-crochets qu'elle a sur ses tentacules et qui va les digérer. Donc le poisson clown a réussi à apprivoiser l'anémone de mer en se faisant reconnaître par elle et puis en ayant un mucus beaucoup plus épais sur sa peau. Et du coup, il peut vivre à l'intérieur de l'anémone de mer, donc ce qui lui assure une bonne protection pour lui et ses descendants. Et en même temps, c'est aussi favorable pour l'anémone parce que le poisson, il va servir d'appât pour attirer d'autres poissons qui, eux, du coup, vont être mangés par l'anémone de mer. Ou alors, il y a aussi beaucoup de relations, disons, d'interactions bénéfiques qu'on peut trouver entre des végétaux et les pollinisateurs et des insectes pollinisateurs. Par exemple, ici, le yucca et la mouche du yucca, où du coup, les insectes vont s'accoupler dans une fleur et la femelle va pondre les œufs dans une autre, donc ça va permettre la pollinisation. Et en plus, une fois que la femelle a pondu ses œufs, il y a un message qui est envoyé, enfin une hormone qui est déposée, et du coup, d'autres femelles ne vont pas venir, ce qui fait que pour une fleur donnée, pour un fruit donné, les larves vont pouvoir manger et se développer, mais laisser suffisamment de graines pour que et le yucca et la mouche, finalement, puissent continuer à avoir des descendants. Il y a des communications et des symbioses qui se jouent à plus grande échelle. Vous avez probablement entendu parler de ces 2 exemples qui ont été assez médiatisés ces dernières années. Donc, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait un réseau de communication assez dense entre des arbres d'une forêt, notamment par le système racinaire et des champignons qui reliaient les racines et qui permettaient aux arbres de communiquer sur les niveaux d'hygrométrie, d'éventuels prédateurs, etc. Ou alors, vous savez peut-être que dans notre intestin, nous abritons des milliards de bactéries qui nous permettent de digérer certains aliments et qui, du coup, en profitent pour se nourrir elles. Donc, c'est une symbiose aussi, mais à échelle beaucoup plus grande et qu'on trouve chez beaucoup de mammifères. Alors, c'est vrai que quand on pense aux relations bénéfiques, en fait, ou à l'entraide, à la coopération, etc., on va penser beaucoup finalement à la biologie animale, en fait. Mais on pourrait trouver, alors bon, par manque de temps, je ne vous décris pas, mais il y a aussi beaucoup d'exemples au niveau de la cellule, au niveau de l'organisation de l'ADN, etc., etc. Et en fait, même si on va sur les bases même de la chimie organique, les liaisons entre atomes, c'est un type de relation qui permet l'émergence de quelque chose qui n'existait pas avant, qui a des propriétés propres, comme donc une molécule, une nouvelle molécule. Et certaines molécules, comme les enzymes, jouent un rôle clé dans beaucoup de processus parce que c'est des molécules qui vont permettre d'accélérer, de catalyser une réaction, donc faire en sorte qu'elle se passe beaucoup plus vite et avec beaucoup moins d'énergie que si la molécule n'était pas là. Et donc, ces enzymes sont présentes dans beaucoup de réactions clés, par exemple, de notre organisme, qui vont permettre la fixation de l'oxygène dans les poumons ou la digestion du glucose. Alors, il y a aussi des postes d'astronomie. Là, c'est beaucoup moins mon domaine, donc je ne vais pas m'attarder. Mais sachez que si vous lisez le blog, vous pourrez savoir plein de choses sur l'héliosphère, l'atmosphère du Soleil et comment elle entre en relation avec la Terre, ou sur comment les galaxies interagissent.
et quelles en sont les conséquences. On peut aussi aller voir du côté des neurosciences, par exemple, en fait, voilà, certaines études ont montré que les relations interhumains pouvaient être apprises, enfin les relations bénéfiques entre humains comme l'empathie ou la compassion pouvaient être apprises et augmentées, qu'il y avait une vraie modification du cerveau qui se faisait, ou alors que la générosité augmentait le bonheur, donc avec des protocoles précis où les patients, enfin les sujets étaient supposés donner une certaine somme d'argent pour quelqu'un, et on voyait que leurs indicateurs du bonheur augmentaient par rapport à un groupe témoin. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autres articles. Alors, en quoi c'est une science alors, pardon, avant de conclure, je voulais quand même juste rappeler qu'on reste sur une approche scientifique d'observation des faits, et il n'y a pas de volonté de théoriser, d'idéaliser je ne sais pas quoi dans la nature comme relation. C'est vraiment, on observe ce qui se passe. Et pour moi, c'est une approche désirable de la science, parce que c'est vraiment ça. Déjà, ça nous ouvre à l'interdisciplinarité, et puis ça permet de communiquer ce qu'on fait, de vulgariser la science, et du coup, en même temps, de montrer qu'il peut aussi y avoir des relations bénéfiques. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remets l'adresse du blog, donc, qui est ouvert à tous, qui est par contre malheureusement en anglais parce que c'est la langue de discussion scientifique commune, mais n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Merci pour votre attention. Je viens d'aller jeter un coup d'œil dessus en vous écoutant, et la traduction est excellente en français, on suit très bien. Parfait. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Claire pour ce témoignage et pour ces exemples qui remontent un petit peu le moral aussi quand on pense à d'autres modèles où ce qui est mis en avant, c'est la compétition et la loi du plus fort. Donc, on a maintenant terminé la deuxième partie de cette matinée, hein, avec les expériences de ces 3 témoins. On va maintenant passer à la troisième partie de la matinée, qui est le temps en sous-groupe, donc avec le PowerPoint. Merci de passer le PowerPoint. Je vais en avoir besoin pour… Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Donc, on va passer maintenant à un temps en sous-groupe. C'est un temps qui va occuper une bonne partie de la matinée, puisque ça va vous occuper pendant à peu près 2 heures. Évidemment, vous aurez la possibilité d'aménager dans votre sous-groupe un petit temps de pause au milieu du temps de partage. Donc, comment va se passer ce temps en sous-groupe? En fait, il y aura 3 moments. En fait, d'abord, il y aura un moment où chacun pourra formuler ses rêves. Quels sont mes rêves? Ensuite, il y aura un échange autour de propositions qui ont déjà été formulées. Pardon, le diaporama, il est en mode présentateur, donc on voit que la moitié de la diapo. Ah, est-ce que… Il faut que je revienne en arrière peut-être. Il faut mettre… C'est juste sans doute pas le bon écran qui est présent. Oui, je pense que c'est ça, oui. Désolée. Ah, si, c'est ça, c'est bon. Il y a l'écran à présenter et la moitié de l'écran de la diapo suivante qui est présentée. Je vais essayer de m'en occuper. Alors… Il faut faire peut-être un nouveau partage. Oui, je vais recommencer le partage. Ah oui, c'est marqué portion d'écran. Ah oui. Alors… Non, c'est de base. Voilà, non, voilà, j'étais pas… Désolée. Voilà. Est-ce que maintenant, c'est bon? Oui, c'est meilleur là. Oui, c'est presque bon. Oui, il n'y a plus qu'à mettre en diapo. Je vais mettre en diaporama. Je vais le faire, sinon il faut… Est-ce que maintenant, c'est bon? Maintenant, vous devriez voir normalement l'ensemble de la diapo. Pas encore en diaporama. Ce n'est pas encore en diaporama. Icône en bas à droite du PowerPoint. On voit le PowerPoint. Vous voyez le PowerPoint, d'accord. Pas grand-chose. Hein. C'est bon. Non, mais on peut mettre
il est en mode de travail, mais il faut le mettre en mode Ouais. diaporama. C'est Ouais, l'icône juste en bas, fait, en bas à droite. il faut que je recommence. Mais en restant en diaporama, Euh, en PowerPoint. Est-ce que maintenant vous le voyez? Mais là, c'est la même chose qu'avant. Je crois qu'il Avançons, on voit assez là, avançons. Ouais, on va avancer parce qu'en fait, Sinon, Sinon, nous avons plusieurs écrans et du coup, c'est pour ça Ah, que. super. sinon, il y avait une case où il indiqué utiliser le mode présentateur qu'il faut décocher, en fait. Oui. Voilà, Bah, bon, on écoutez, peut je vais continuer peut-être vous comme ça. proposer Bon, mais on voit là. pour éviter de s'arrêter trop longtemps sur ces aspects. On voit. Hein. techniques. En fait, dans le sous-groupe, la première chose qui vous est demandée, c'est de faire un petit tour de table qui va durer à peu près 15 minutes, au cours duquel chacun d'entre vous va se présenter en 2 mots, hein, enfin, qui je suis, d'où je viens, quel est mon rêve aujourd'hui pour moi et pour le monde. Au cours de ce petit tour de table, il est recommandé que vous essayiez de définir un animateur de sous-groupe. Si personne ne se manifeste pour être animateur de sous-groupe, à ce moment-là, en fait, il vous est recommandé de désigner le plus jeune d'entre vous. Voilà. Ensuite, vous pourrez faire un deuxième tour de table d'une quinzaine de minutes où ce que vous demande à la question à laquelle on vous demande de répondre, c'est quel est mon rêve par rapport à la thématique de l'atelier? Avais-je le même rêve il y a 25 ans? Et ensuite, vous allez avoir des propositions parce que vous allez recevoir un lien Framapad. Ce lien Framapad va vous arriver dans le chat tout à l'heure. Et il est demandé à ce que ce soit uniquement l'animateur du sous-groupe qui ouvre le lien Framapad. Parce qu'il n'est pas possible que tous les participants, il y a un nombre limité de participants qui peuvent ouvrir en même temps le Framapad. C'est pour ça qu'il est demandé uniquement à celui qui aura été désigné, celui ou celle comme animateur de sous-groupe, d'ouvrir le lien Framapad. Et donc là, vous allez voir différentes propositions, une dizaine de propositions, et il vous est demandé de débattre sur ces différentes propositions et d'essayer de les lister, de dire lesquelles vous semblent les plus importantes, éventuellement d'en proposer d'autres que vous pourrez inscrire dans le Framapad et aussi indiquer, selon vous, quels sont les points bloquants que j'imagine en moi et chez les autres pour que ce rêve se réalise. Donc là, vous avez une trentaine de minutes pour faire ça. Et ensuite, vous pouvez également lister des rêves. Je rêve de telle et telle chose, et pour cela, je suis prêt à faire tel et tel effort. Il sera aussi possible, au travers d'un lien Google Form, qui normalement devrait apparaître au bas de la fenêtre du Zoom, il sera possible également que chacun rédige individuellement un rêve. C'est-à-dire, le reste du travail qui a été expliqué dans ce déroulé est un travail collectif, mais là, ce sera un temps de rédaction individuelle qui peut également être réalisé au travers du Google Form. Voilà. Et puis, à la fin, il y a une mise en commun qu'il faut noter toujours dans le Framapad pendant une vingtaine de minutes. Donc, vous voyez que l'ensemble va nous amener à peu près à 12h10, où vous allez automatiquement retourner dans le grand groupe. Hein. C'est-à-dire au début de ce temps en sous-groupe, vous allez être automatiquement divisé en petits sous-groupes. Et à 12h10, vous allez voir un petit créneau normalement qui devrait apparaître 1 minute avant la fin du temps d'échange et au bout duquel vous allez pouvoir revenir en sous-groupe. Vous allez voir également que pendant le moment où vous serez en sous-groupe, si vous avez un quelconque problème, il y a un bouton qui vous permet de demander de l'aide. Hein, c'est un problème technique ou un quelconque autre problème. Alors, ce déroulé est également inscrit dans le Framapad que donc votre animateur pourra ouvrir. Donc, comme ça, vous aurez tous les repères pour avancer. Donc, on va mettre la diapo suivante. Là. Oui, mais la souris.
La souris, elle est là. Voilà, c'est bon, Ouais. pardon. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir la diapo suivante? On a toujours la même. Voilà. Oui, voilà. Là, vous avez la liste des propositions, en fait, qui apparaîtront dans le Framapad et que vous devrez hiérarchiser. Voilà. Donc, maintenant, on va arrêter le partage. On va vous envoyer le lien Framapad. Il apparaît donc normalement maintenant dans le chat. Donc, il devra être ouvert uniquement par l'animateur du sous-groupe et vous allez être répartis en sous-groupe. Je voulais juste préciser, je vois qu'il y a des personnes qui me demandent, on ne peut pas, c'est difficile de mettre les gens dans un groupe particulier. Donc, ça va être automatique. Donc, voilà, désolé, mais alors à la main, peut-être je vais pouvoir, mais je ne vous promets pas, parce que je débute dans l'outil, désolé. Voilà. Voilà. Donc là, on met en groupe. Oui, il faut le faire. OK. C'est un groupe. Voilà. Commencer, oui. Donc, oui, ça c'est nous. Où vous avez Google, que vous pouvez du coup donc retrouver dans les prochains jours si vous voulez continuer à partager vos rêves dans ce domaine. Alors maintenant, vous avez vu donc les différentes propositions. L'idée serait maintenant d'essayer de les hiérarchiser au travers d'un sondage qui va être lancé d'ici peu. Vous aurez 2 minutes pour répondre à ce sondage où il faut que vous priorisez les différentes propositions qui ont été faites. Donc, ce qui vous est demandé, c'est d'en sélectionner 3, d'en prioriser 3, et ensuite, on va voir un petit peu le résultat. Donc là, le sondage va être lancé, et normalement, vous devriez le voir. Donc, il suffit que vous cochiez sur les propositions qui vous semblent les plus importantes. C'est les propositions dont vous avez déjà pris connaissance dans les groupes. Donc, on vous laisse 2 minutes pour répondre au sondage. Vous voyez tous le sondage? Oui. En tout cas, il y en a qui l'ont. Voilà, on voit commencer à répondre, effectivement. Donc, dès qu'on voit qu'il y a un certain nombre de réponses, on partagera l'écran et on pourra voir ce qui est le plus, ce qui suscite le plus d'adhésion. Je ne peux pas participer, en fait. Je ne sais pas si c'est parce que je suis administrateur ou…
Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui, merci. Ouais, ça marche. Merci. Parce que là, ça n'a pas fait ça, en fait. Ben, je ne sais pas. Donc, on va aller dans… On fait gaffe, oui. Je pense qu'on va mettre fin. Non. On va arrêter le sondage d'ici une trentaine de secondes pour pouvoir constater le résultat. Il y a des propositions, en fait, qui… il y a 4 propositions qui sont en tête. Donc voilà, on va y mettre fin maintenant. Et on va vous les partager. Donc, normalement, vous devez le voir. Donc, vous pouvez voir que la proposition qui remporte, qui remporte le plus d'adhésion, en fait, c'est la proposition numéro 7. C'est celle qui consistait à proposer de développer l'enseignement d'éthique dans les formations techniques, puisque 2 tiers d'entre vous, en fait, ont coché cette proposition. Et ensuite, il y en a 2 autres qui sont à 49%. C'est de rapprocher les scientifiques de la société civile. Donc ça, c'est à peu près la moitié des personnes qui ont coché cette proposition. Et également de promouvoir une vision de la société avec moins de compétition. Également 49% des réponses. Et puis ensuite, il y a également 40% des réponses progresser dans la réflexion sur la nature du propre de l'homme. Donc, on voit effectivement que certaines propositions, qui sont peut-être aussi des propositions qui sont celles qu'on a développées que les témoins vous ont plus partagées, hein, remportent le plus d'adhésion. Voilà, donc maintenant, nous allons clore ici notre… arrête de partage, nous allons clore ce temps d'atelier. Donc, j'espère que si vous voulez continuer à faire remonter vos propositions, vous pouvez le faire donc à travers du Google Form. Et puis, nous vous donnons donc rendez-vous pour la suite demain. Alors, demain, vous pouvez suivre de 2 façons. Hein. Vous pouvez suivre à la fois soit en visio, soit vous pouvez vous rendre à Versailles. Il est possible jusqu'à la dernière minute de vous rendre à Versailles. Voilà, donc on vous dit à demain et bonne fin de journée aujourd'hui. Merci à vous aussi. Merci, au revoir tout le monde et merci. Au revoir. Merci, au revoir.